content de quitter la grisaille parisienne pour le soleil de Djerba. Ah, mais qu'est-ce que je vois là-bas? C'est la piscine. Pour aller plonger une petite tête. Je vais vous la montrer. Donc vous pouvez voir, il y a même un échiquier là qui est disposé, avec les pièges géantes. Là, on peut observer le panneau qui indique la salle de jeu. Et qui vient de rentrer? Mais c'est César Texier, un top joueur d'Île-de-France. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la première fois que je fais un tournoi à l'étranger. C'est ma première édition et d'ailleurs c'est mon premier tournoi hors de France. Et donc alors ça donne quoi ce tournoi? Tu te débrouilles bien là, en ce moment? Pour l'instant je suis à 2,5 sur 4. Je viens de te rencontrer tout à l'heure, on peut se tutoyer? Bien sûr. Je viens de te rencontrer aujourd'hui et tu es le nouveau président du club 608. Alors les conditions de jeu sont très bien, une grande salle, très au calme, on a de l'espace, ça c'est agréable. Nous sommes un groupe de 6 membres du club, donc c'est aussi l'occasion de se retrouver entre nous. Et je dirais que les soirées, on les passe dans nos chambres. Avec la tradition du club 608, c'est toujours bien arrosé. Je suis avec Mohamed Ali Baktash. La connaissance des gens, c'est très important. Vous avez beaucoup voyagé alors en temps. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est sorti un peu de l'ordinaire dans toutes ces années? Oui, je me souviens une fois dans le championnat de Tunisie individuel. Tunisie. Bien sûr, un peu de souplesse avec lui. Alors bonjour à tous et voilà, bien arrivé à Djerba, dans cette ambiance assez paradisiaque. Alors c'est vrai que j'ai été très bien accueilli, c'est très chaleureux comme endroit, c'est vraiment un lieu de vacances avec énormément d'activités. Il n'y a pas que simplement le tournoi d'échecs, il y a tout un tas d'activités et d'excursions qui sont proposées, donc c'est idéal pour les familles. En tout cas, tous ceux que j'ai pu interviewer ou discuter sont vraiment ravis d'être présents à Djerba. Et en fin de vidéo, je vous diffuserai quelques interviews et vous verrez que c'est assez sympathique et c'est assez intéressant d'écouter tous ces participants. Certains ont d'ailleurs pas mal de vécu échiquier. Alors, on y va et on regarde cette partie pour la ronde qui a opposé Ariane Tari avec les Blancs à Marc-Andrea Morezzi avec les Noirs. Et dans cette partie, ça ne s'est pas passé comme prévu pour le Français, pour le champion français, et même pour le champion du monde junior d'ailleurs. Donc Ariane Tari a les Blancs et il ouvre avec le pion dame. Il joue C4. Ah, il ouvre avec le pion dame. Déjà, une première faute, une première erreur. Je suis déboussolé par ces conditions vraiment très agréables. Non, c'est pas l'ouverture du pion dame, bien sûr. C'est l'ouverture anglaise, le pion C, qui vient contrôler la case centrale des 5. Alors, Marc-Andrea Morezzi joue E6, cavalier C3, D5 et D4. Et on retourne comme dans une ouverture du pion dame, puisqu'on retourne dans un gambit dame. Et dans cette variante orthodoxe, pour ceux qui connaissent le nom. Sauf que là, C6 est joué, donc on est plus sur une semi-slave. Alors, vous voyez cette chaîne de pions comme une pyramide là qui défend très bien les cases blanches. Bon, c'est un inconvénient un peu d'enfermer le fou C8 par contre. Et les blancs jouent E4 rapidement. Comme les noirs n'ont pas joué cavalier F6 mais qu'ils ont plutôt préféré jouer C6, ça donne cette possibilité de jouer immédiatement E4. Donc, prise en E4, cavalier prend E4, et finalement, pour l'instant, l'ouverture blanche est réussie avec ce duo de pions au centre, sur la 4e rangée, qui contrôle l'espace, le cavalier développé, alors que les noirs ont ce fou C8 qui peine à jouer, et les pions C6 et E6 finalement qui font obstruction aux pièces noires. Le cavalier qui ne peut pas sortir, et le fou qui est gêné également. Mais l'intérêt de cette ouverture avec les noirs va consister au coup fou B4 échec. Dans le championnat du monde, entre Carlsen et Anand, Carlsen avait rapatrié son cavalier en C3. Il avait fini d'ailleurs par gagner au terme d'une longue partie contre Vishwanathan Anand. Mais la variante critique, la variante tranchante, c'est la variante avec fou D2. Parce que le fou intercepte la défense de la dame sur le pion D4 et donc la dame noire peut se saisir du pion D4. Alors, le fou va prendre le fou, bien sûr, fou prend B4, mais la dame prend le cavalier sur échec. Et après fou E2, vous pouvez observer qu'il y a encore le pion en prise. Ça veut dire que les noirs sont en passe de gagner 2 pions dans l'ouverture. Mais c'est au prix de la paire de fous et de ce fou de case noire, de ce fou B4 qui va casser les pieds au roi noir, puisqu'il va gêner la mise en sécurité du roi par le petit roc en contrôlant la case F8, parce qu'on ne peut pas faire un petit roc en traversant une case contrôlée par une pièce adverse. Alors que Marc-Andrea Morezzi ne se saisit pas tout de suite du pion G2, il joue d'abord cavalier A6, il repousse le fou, enfin le repousse, en réalité le fou vient s'installer en D6. Dame prend G2, fou F3, dame G5. Et donc on voit bien que les noirs ont 2 pions de plus, mais ils vont peiner à achever leur développement. D'un autre côté,
la dame en G5 gêne également le roi blanc, puisque la dame contrôle la case C1 et la case J1, donc 2 cases qui sont des cases de potentiel roc en réalité pour le roi blanc. Donc les 2 rois auront du mal à trouver un abri sûr. Mais le problème, c'est qu'on va voir que c'est surtout le roi noir qui va se faire attaquer. Cavalier E2, cavalier E7, et là, le coup habituel, c'est de jouer tour G1. Vous voyez, tour G1, alors c'est pas ce qui a été joué par Ariane Tari, mais d'habitude c'est tour G1. Dame à 5 échecs, le cavalier vient en C3, et le cavalier noir vient en F5, attaquer le fou, et défendre le pion G7. C'est comme ça que ça se poursuit habituellement dans cette partie. Mais là, Ariane Tari va jouer cavalier G3, et donc il vient contrôler la case F5. Donc il n'a pas laissé le cavalier en E2 pour soutenir l'arrivée de la tour en G1. Il joue cavalier G3 pour contrôler la case F5 et pour lutter contre l'établissement d'un cavalier en F5. Et là, Marc-André Amorelsi va commencer à jouer un peu plus lentement. Il doit être dans une prépa d'Ariane Tari. Et ce coup cavalier G3 assez rare va certainement surprendre ici Marc-André Amorelsi, qui joue quand même cavalier F5. Alors il y a l'échange. Et là, malheureusement, un mauvais choix d'ouverture. Comme ça arrive à tous les joueurs, hein, les mauvais choix d'ouverture. Et généralement, quand un problème arrive, il n'arrive pas seul. Quand ça passe pas, ça passe pas. Et ici, qu'est-il va-t-il se passer? La dame aurait dû reprendre le cavalier. Mais peut-être que Marc-André Amorelsi a préféré avoir la dame toujours en contrôlant les cases C1 et G1. Donc il a préféré avoir la dame en G5. Elle va reprendre le cavalier du pion. Mais l'ouverture de la colonne associée à la présence du fou en D6 va mettre trop en péril la sécurité du roi noir. Ça pousse le bouchon un peu trop loin. Dame B3 est jouée pour mettre en pression le pion B7 et gêner la sortie du fou, parce que c'était peut-être ça aussi. L'idée de prendre F5, c'était de pouvoir mettre le fou en E6. Et le problème, c'est comment les noirs peuvent-ils évoluer? Ils ne peuvent pas faire le petit roc à cause du fou qui contrôle les fuites. Le fou ne peut pas bouger à cause de la prise en B7. Le pion B7 ne peut pas bouger à cause de la prise en C6 qui attaquerait le roi et la tour. Donc là, Marc-André Amorelsi, il décide de replacer son cavalier en B8, avec la protection de C6 peut-être pour activer le pion B un peu plus tard. Roi F1 est joué. Et finalement, Ariane Tari n'a pas besoin du roc. Il va abriter son roi en F1 et libère, c'est souvent ça que je vous dis sur la chaîne YouTube, les coups de libération. Le danger, c'est pas le roi, bien sûr, c'est la libération de la case E1 pour aller attaquer sur la colonne. Et on sait que fou E6 est difficile à jouer parce qu'il y a la pression sur B7, avec la tour après qui serait coincée. Alors Marc-André Amorelsi, il se bat, il lutte, il joue dame H6, il attaque le fou, qui va être protégé par la poussée C5. Et maintenant, la poussée B5, pour essayer de régler le problème du pion B. Et il y a la prise en passant. Prise en B6, prise en B6. Alors à noter que sur cette poussée du pion B, la prise en B6, du coup le pion C5 n'est plus là pour défendre le fou D6 qui est attaqué par la dame. Le problème, c'est que si la dame vient s'emparer du fou D6, il y a la poussée en B7 qui est très forte. Avec l'attaque de la tour, l'attaque du fou, et même sur une prise, la dame reprend et la tour serait toujours en danger, et on a toujours des tours 1 qui vont arriver. Donc là, il y a eu la reprise, et tour 1 échec intermédiaire, parce que si on va prendre en B6, on perdra le fou. Donc l'idée de tour 1 échec, c'est d'inciter les noirs, c'est ce qui s'est passé à jouer fou E6, mais du coup la dame n'a plus la pression sur le fou en B6, sur le fou en D6, pardon, et la dame prend le pion en B6. Avec cette attaque maintenant sur C6. Donc il y a eu dame H3 échec, et là, il ne faut pas se tromper avec les blancs. Alors qu'il y a un petit coup de vent et ça s'envole à côté de moi. Donc, dame H3, il ne faut pas se tromper avec les blancs. On pourrait tenter de jouer fou G2 pour intercepter et contre-attaquer sur la dame, mais la dame viendra ensuite en D3, attaquer le roi et attaquer le fou. Et là, c'est la défaite des blancs. Donc, sur dame H3 échec, il faut accepter de sortir le roi en E2. Cavalier D7 est joué, attaque la dame qui prend C6, attaque la tour. Donc, tour B8. Et là, ce qu'espère Marc-André, c'est que le fou prenne même la tour pour pouvoir achever le développement par le roc. Mais Ariane Tari va lui faire le fou D6. Il va laisser le fou en D6 ici. Et il va jouer
B4. Donc le fou protège le pion et Ariantari mobilise comme ça ces deux pions passés liés à l'aile dame. Il maintient la pression puisque le roi noir est immobilisé, le cavalier également, la tour reste sous pression, elle peut être prise à n'importe quel moment, et le pion B s'élance à promotion. Alors Marc-André Amorezi contre-attaque à l'aile roi avec la poussée G5, qui cherche à jouer G4. Dame C3 est jouée avec l'attaque sur la tour, donc F6. Et maintenant, roi D2. Alors les noirs jouent roi F7. Et là, je vais vous inviter à trouver le coup d'Ariantari. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on en discute juste après. Alors, vous avez trouvé un coup assez violent. Tour prend E6. Avec l'idée de mobiliser la tour H1 très vite sur la colonne. Donc on dépouille le roi d'un défenseur important. Donc tour prend, roi prend, et on libère avec 4 gains de temps la case E1. Un peu comme l'avait fait d'ailleurs Paul Morphy dans sa célèbre partie de l'opéra, où il avait sacrifié sa tour, c'était en D7, pour permettre à la tour H1 de très vite aller sur la colonne D. Alors là, ça se passe sur la colonne 1. Donc tour E1 échec avec l'attaque maintenant du fou. Et là, il y a un problème pour les noirs, avec ce coup de tour E1 échec. C'est que si le roi, qu'est-ce qu'il a comme possibilité? Prendre le fou ou aller en F7. Mais s'il va en F7, ça permet fou D5 échec et la dame blanche pourra attraper la dame noire. A noter que ce roi F7 fou H5 échec ne marche pas parce que la dame prendrait. C'est bien l'échec en D5 avec la découverte. Et donc on constate cela. Donc le roi a pris le fou et là dame C6 mat. Alors deux possibilités. Pourquoi il y a eu ce mat sur l'échiquier? Parce que d'habitude les grands maîtres abandonnent avant. Première possibilité. Marc-André Amorezi qui est passé à côté de cette ouverture, qui a été certainement surpris par une préparation d'Ariantari, peut-être le coup qui allait G3. Dans cette position assez difficile, Marc-André Amorezi ne croyait plus vraiment ses chances, et puis il a vu que s'il allait en F7, il perdait la dame, donc peut-être il a pris le fou rapidement en D6, peut-être aussi parce qu'il a voulu aller jusqu'au mat. Parfois, on va jusqu'au mat quand on considère que la partie de l'adversaire a été intéressante. Donc, on peut valoriser l'adversaire en allant jusqu'au bout. Laissons place à quelques interviews et puis vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires et partager la vidéo. Au revoir à tous. Tu as gagné ta place, je crois. Non, on m'a dit que tu avais gagné une place, une invitation. Oui, avec un tournoi de Blitz sur Europe Échec organisé par Djerba. Et donc premier des moins de 1800, donc c'est la première fois que je fais un tournoi à l'étranger. Donc c'est pas fake, quand tu gagnes un prix, tu gagnes vraiment, tu es vraiment invité après. Oui, j'ai été donné et au début je savais pas si j'allais y aller, mais finalement... En all inclusive, tu as tout, l'hôtel... Sauf le billet d'avion. Sauf le billet d'avion, mais... Donc pour l'instant le tournoi se passe bien, je fais 3,5 sur 4 et j'espère que ça va continuer comme ça. Si tu as une belle combinaison, tu me la montres avant que je parte dimanche? Oui. T'en as peut-être déjà fait une, non? Oui, les parties sont assez... pas grand chose à voir, mais il n'y a pas trop d'erreurs, mais il n'y a pas de grosses combines, c'est plutôt stratégique. Voilà. Espérons que tu en aies une à me montrer là, quelque chose de savoureux pour la chaîne. Allez, merci. À bientôt, bonne partie. Alors nous voici avec un participant, vous voyez, juste à côté du panneau de Chess Bar. Alors ton prénom, c'est comment? Yanis. Alors Yanis, tu participes depuis combien de temps? C'est ta première édition ici à Djerba? C'est ma première édition et d'ailleurs c'est mon premier tournoi hors de France. C'est vrai? Oui. Et tu habites dans quelle région? Dans la région lyonnaise. Ah, la région lyonnaise, d'accord. J'ai Sylvain Raveau qui est là-bas. Il est dans mon club d'ailleurs. C'est vrai? Je suis allé chez Quai des Lions. Ouais. Ah, Sylvain Raveau, c'est un entraîneur incroyable, très compétent et vraiment très passionné par ses membres. En fait, il me parle beaucoup de ses membres. Il est vraiment très investi. C'est pas un entraîneur factice, c'est un vrai entraîneur qui a vraiment du savoir et de la compétence. Et donc, alors, ça donne quoi ce tournoi? Tu te débrouilles bien en ce moment? Pour l'instant, je suis à 2,5 sur 4. J'espère quand même faire mieux. Enfin, tu joues fort là? J'aimerais jouer les premières places quand même. Après, là, j'ai déjà une défaite qui est un peu bête parce que j'avais l'avantage, mais bon. Je vais essayer quand même de jouer les premières places. Et tu me disais que tu avais ajouté l'Est indienne à ton répertoire suite à une vidéo que tu avais vue sur ma chaîne YouTube, non? Oui, je joue la Pirque depuis un moment. Et j'ai vu du coup ta vidéo sur l'Est indienne. Et c'est vrai que à mon niveau 1300,
ça fait beaucoup mal et ça m'a permis d'ailleurs de gagner un tournoi la semaine dernière, un petit tournoi fermé. Un tournoi fermé au Lyon Olympique Échecs. D'accord. Alors si tu as une belle combinaison là pendant la fin de ce tournoi, une belle attaque, une belle combinaison, tu me la montres et on la montrera aux abonnés? Ok, pas de souci. Très bien, bah, merci. Bon tournoi, bonne ronde. Toi aussi. Bonjour, et nous sommes en compagnie. Je viens de te rencontrer tout à l'heure, on peut se tutoyer? Bien sûr. Je viens de te rencontrer aujourd'hui et tu es le nouveau président du club 608. Tout à fait, je suis le président du club 608 d'échecs de Paris depuis 3 ans. J'ai pris la relève de Dédé, André Cauzel. André Cauzel qui est mythique en Ile-de-France, il est connu. Moi, c'est mon premier tournoi d'échecs, je l'ai fait au club 608. Je ne suis pas étonné parce que le club d'échecs 608 est un club reconnu pour l'organisation de ce tournoi. D'ailleurs, notre slogan, c'était au moment de notre anniversaire, 40 ans de tournoi, 40 ans de passion, 40 ans d'échecs. Et j'ai essayé de reprendre le flambeau. Depuis un an maintenant, nous avons la possibilité d'organiser des tournois de 80 personnes dans la mairie, à côté de la mairie du 15e arrondissement, donc au cœur de Paris, ce qui permet à ce que non seulement les Parisiens, mais aussi les gens d'Île-de-France ou de province viennent assez facilement, car nous sommes à proximité de la gare Montparnasse. Et nous allons faire pour le tournoi durant le week-end de Pâques, 2 tournois, similaire à ce que nous avons l'habitude de faire, 2 tournois en partie longue, comme on faisait historiquement à l'hôpital Saint-Louis, un tournoi sur 2 jours, 5 parties de 1 heure et 30 secondes par coup. C'est une cadence qu'aiment bien les jeunes joueurs, les débutants, parce que dans le week-end on fait beaucoup de parties, et puis ça va vite, quoi. Parce qu'on se rend bien compte que les jeunes générations apprécient davantage les parties rapides que les parties longues. Ah, tout s'accélère. Même les vidéos, ils les consomment rapidement. On a accéléré. Et donc, justement, le lundi de Pâques, on refera un rapide, où là, c'est en 12 minutes et 3 secondes par coup. On a, moi, je fais pas de différence pour le moment rapide. Je prends les grands maîtres comme les jeunes enfants, tous au même tarif, tous sont là pour se passionner, tous sont présents dans la bonne ambiance, dans la convivialité. Et les gens reviennent. Parce que les conditions sont vraiment excellentes et ça manque à Paris de pouvoir jouer en tournoi amical. C'est homologué bien sûr, mais c'est quand même des tournois où il n'y a pas des ambitions de faire des normes, des ambitions démesurées. Mais on voit les grands maîtres qui s'amusent, comme les jeunes débutants qui découvrent. Donc on peut y rencontrer des grands maîtres sur l'échiquier. Oui, on peut rencontrer des joueurs titrés. Des gens qui titrés bien sûr, et puis peut-être un jour les gens se rappelleront qu'ils ont commencé leur premier tournoi d'échecs dans un des tournois du club 608, comme certains comme moi l'ont fait historiquement, que ce soit toi, Maxime Bachelacrabe, c'est aussi joué au tournoi 608. On essaye de prendre la relève, c'est compliqué dans Paris, il n'y a pas beaucoup de salles, mais pour l'instant on a l'optimisme, la volonté de faire avancer les choses. Et ton premier contact avec les échecs, d'où te vient ta passion pour le jeu? Alors c'est comme beaucoup de personnes, c'est d'abord mes enfants qui ont commencé à jouer aux échecs. J'étais à l'époque aux États-Unis, il y a beaucoup d'enfants dans les écoles et à un moment ils commençaient à être assez forts, donc ils allaient dans des tournois mixtes avec des adultes et j'en avais marre d'attendre dehors, donc j'ai cherché à rentrer à l'intérieur de la salle pour participer aux jeux d'échecs. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et quand je suis revenu en France, l'organisation est très différente, mais j'ai continué. Alors c'est amusant parce que tu me dis comme beaucoup de personnes, mais moi j'entends surtout l'inverse, que c'est souvent le père ou un parent qui a initié l'enfant. Et toi, c'est les enfants qui t'ont amené vers les échecs. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus courant puisque maintenant les échecs sont beaucoup entrés dans les écoles, donc ça va tirer certains parents. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas autant de jeux d'échecs que ça. Je me rappelle être allé, quand j'avais une dizaine d'années, à un club à côté de chez moi, aussi en région parisienne. Il n'y avait que des personnes plutôt âgées, donc c'était pas du tout dans l'ambiance pour moi, donc j'ai fait autre chose, mais c'est bien plus tard que j'ai rencontré des clubs d'échecs où il peut y avoir soit des jeunes, parce qu'il y a des besoins de jeunes, mais aussi des adultes ou des personnes plus âgées. C'est un peu une des caractéristiques du club 608. Alors là, nous sommes au tournoi de Djerba, les conditions ont l'air vraiment optimales, qu'est-ce que tu en penses? Alors les conditions de jeu sont très bien, une grande salle, au calme, on a de l'espace, ça c'est agréable. Il fait comme meilleur qu'à Paris, même s'il ne fait pas 30 degrés, on aurait pu penser qu'il fait un peu plus chaud. Mais non, les conditions sont très agréables et puis c'est un moment convivial. Moi j'avais fait de la publicité au cours des tournois pour faire venir des gens, au sein du club, et nous sommes un groupe de 6 membres du club, donc c'est aussi l'occasion de se retrouver entre nous. Et je dirais que les soirées, on les passe dans nos chambres. Avec la tradition du club 608, c'est toujours bien arrosé. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci. Merci, à bientôt.
Alors bonjour, je suis avec Mohamed Ali Bakhtash, qui est l'arbitre de ce tournoi de Djerba. D'ailleurs, on voit l'affiche de Djerba derrière. Alors Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors comment se passe ce tournoi? C'est la première année que vous faites le tournoi de Djerba? Non, c'est la 4e édition. Et, maintenant, l'arbitre principal, M. Massoudi Bachir, et l'adjoint, M. Adnan Masla, catégorie B, tout le monde. Et moi, le chef secteur B. Ça, c'est parler de répartition concernant l'événement, le festival. C'est la 4e édition, je vais encore une fois répéter ça. Et j'ai eu la chance que j'ai participé 2 fois. C'était 2e édition et 4e édition. Et là, je suis rentré, moi c'est la première fois que je viens. Je suis arrivé ce midi, je suis rentré dans la salle de jeu. Les conditions sont vraiment optimales. Oui, parce que M. Chokri Saïdi, il cherche toujours le perfectionnement et ce truc-là pour améliorer le niveau de l'organisation. Parce que nous sommes bien en utilisant une organisation pour organiser quelque chose, mais toujours on cherche, bien sûr. Et pas justement par rapport aux échecs en Tunisie, il y a déjà une offre de tournois en Tunisie, de grands tournois d'échecs? Ou est-ce qu'il y a d'autres tournois dans d'autres... Moi, je me souviens, le tournoi d'échecs que je me souvenais en Tunisie, c'était à l'époque des internationales de Bobby Fischer. Bobby Fischer, il est venu en... International de Sousse. Voilà, international de Sousse, incroyable. Vous voyez, et ça, on a organisé ces tournois en Tunisie, et encore maintenant, dans mes souvenirs, j'ai lu des livres sur ces parties, et ça reste, et donc Sousse restera connu pour les joueurs d'échecs tout le temps. On laisse une trace. Est-ce que Djerba va laisser une trace comme ça, petit à petit? Certainement, certainement. Et on va peut-être jouer sur le nombre, on va le doubler au plus. Peut-être comme Cap d'Agde, j'ai visité la 9e rencontre, on parlera peut-être plus tard. Maintenant, on joue sur un nombre de 1800 joueurs, peut-être, pourquoi pas. Donc il faut augmenter la capacité, avoir de plus en plus de joueurs. Mais vous avez... Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez aussi un plateau de joueurs au niveau du tournoi élite. Vous avez des très forts joueurs, des très forts jeunes, là. Oui. Aussi, on a fait un autre interzonal. C'était en 1985. C'était à peut-être la région de la Marsa, à Gamart. Oui. Et je me souviens qu'il y a des grands joueurs. Bon, j'étais jeune à ce moment-là, mais je me souviens qu'il y a des grands joueurs là. Et justement, vous avez appris les échecs à quel moment? Vous avez l'air d'avoir une érudition échiquienne, une culture échiquienne. C'était en vous depuis l'enfance, depuis... Oui, j'ai commencé à l'âge de 9 ans dans un club d'enfants. Oui. Et puis les maisons de jeunes, les maisons de culture. Et je connais la fédération en 1978 avec le fou M. Mohamed Rida Belkadi qui a fait beaucoup de choses. C'est le père de notre jeu. Donc à ce moment-là, j'ai amélioré mon niveau et je connais la théorie. Il n'y a pas beaucoup de... Les moyens ne sont pas limités. Et mes amis qui étudiaient en France ou à la Russie, pendant les vacances, ils m'apportaient les 6 numéros ensemble de l'Europe échec et aussi de Schachmati. Oui, c'était la revue d'échecs russes. Et c'était en quelle année ça? Les années début 80, quelque chose comme ça. Il n'y avait même pas encore tout ce qui était Internet, tout ça n'existait pas, il n'y avait pas tout ce qui était informatique. Voilà. Donc la revue, c'était les seuls moyens d'avoir accès à la théorie. Il y a autre chose. Mes sous que je prends de mes parents, j'achète le Figaro et le Monde, parce qu'il y a des articles. Il y avait des chroniques d'échecs. Je vois quelque chose, et n'oublie pas que aussi notre grand maître Slim Bouaziz, il a fait un numéro de dialogue, il y a quelque chose, et comme ça, un peu de tout. Et par la suite, j'ai arraché un grand tournoi à l'échelle nationale. Je suis de Bizerte, c'est la capitale du Nord. Voilà. Et en 80, je pense 87,
j'ai joué comme joueur national, pas de promotion, on a passé par ces étapes. Et en 87, j'ai commencé à entraîner quelques jeunes. Voilà, je suis champion de Tunisie par équipe, capitaine de l'équipe, vainqueur de la coupe, et j'ai quand même, comme joueur. Donc avoir un bon niveau de joueur, mais en plus la transmission à la jeune génération. Oui, parce qu'il y a quelque chose, si on parle entre l'arbitre et le joueur. Si un arbitre qui joue, il sentit comment les joueurs, quand on perd, donc même pour gérer un tournoi, il vaudrait mieux qu'on met la théorie et la pratique, parce que pour moi, l'arbitrage, comment gérer les groupes, les gens, surtout les tournois des jeunes, avec les parents et tout, c'est pas comment arbitrer. Logiciel et tout, on connaît bien, par exemple, le système suisse, on travaillait manuellement. Ah oui, à l'époque. Ah oui, sans les ordinateurs. Ah oui. Et je me souviens que... pour organiser les appareillements, j'explique aux abonnés, pour organiser les appareillements en système suisse, il faut avoir une certaine culture de logique mathématique. Hein. Ah oui. Je ne voulais pas... maintenant, les ordinateurs font tout, mais... Voilà, mon patron de toujours, M. Khmaï Shrif, qui m'a pris l'arbitrage et aussi l'organisation des tournois, hein, la direction. Et à ce moment-là, je me souviens quelque chose de truc. J'ai fait un tournoi, il me reste inoubliable, 80 enfants manuels. J'entre dans la salle à 8 h du matin, je sors presque minuit. Une équipe de travail pour les couleurs, les fiches et tout. Et maintenant, c'est facile, on peut travailler. Aussi, si on parle, j'ai arbitré la francophonie à part Cap d'Agde, aussi à Montréal, Olympiade à Dresden. Voilà. J'ai arbitré comme chef arbitre 2 zonales, zone 4.4. J'ai arbitré à Cap d'Agde, 9e rencontre, on a déjà parlé. J'ai joué au Open de Cannes. 7 points sur 9. Vous avez beaucoup voyagé alors en tant que joueur et arbitre en fait. Surtout comme arbitre. Ouais. Surtout comme arbitre. Et la meilleure chose, les échecs, c'est la connaissance des gens. C'est très important. Le relationnel. Voilà, relationnel, voilà, c'est très très important. Et une anecdote, est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose que vous aimez bien raconter, un souvenir échiquien, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire? Que ce soit avec un grand joueur ou un fait qui s'est produit dans un tournoi. Alors je précise ici que la vidéo que je suis en train de tourner n'est pas du tout préparée, hein, donc on est vraiment en train de faire un échange en direct. Est-ce qu'il y a eu quelque chose voilà, qui est sorti un peu de l'ordinaire dans toutes ces années? Oui, je me souviens, une fois dans le championnat de Tunisie individuel, il y a le joueur devant un maître international. Il m'a dit que mon adversaire a fait quelque chose qui n'est pas correct. De ma part, jamais de ma vie de prendre une décision au chaud. Non. Ok, je viens. Quand j'ai parlé avec l'adversaire, elle a terminé le coup, bien sûr. Il m'a dit, voilà, j'expliquais pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça. Il m'a dit, non, vous êtes des faibles arbitres. Juste, j'ai expliqué, maître, tu es le meilleur maître en Tunisie. Donc si tu veux parler encore une fois des petits mots comme ça, je t'exclus. Il m'a dit, vous êtes le meilleur arbitre tunisien. Bien sûr, un peu de souplesse avec lui. Oh, ouais. Eh bien, merci Mohamed Ali. Je vous en prie. J'espère qu'on va continuer à avoir cette rencontre. C'est un honneur pour moi. Eh bien, pour moi aussi, avoir ces moments de partage et d'histoire, c'est quelque chose d'important qu'il faut transmettre aussi aux jeunes générations. Merci. C'est le souvenir des échecs. Et Europe Échec, chez nous, c'est qu'à Tunis, voilà. Autre chose, oui. Si vous pouvez me... une fois, j'ai le loop, quand on travaillait pour voir noter les coups. Parce qu'on fait le bulletin manuellement, oui. Pour inscrire les parties.
j'ai porté la loupe avec moi et un de l'équipe qui a mon image, non, mais la main et mon loupe, c'est dans le rempiché que j'ai oublié le numéro. Ah d'accord, ben, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver et j'essaierai de vous l'envoyer ou d'avoir... ouais. Oui. Je le mettrai. Oui, donc la main avec la loupe parce que vous êtes en train de reconstituer une partie en regardant sur une feuille de partie voilà, pour déchiffrer les coups. Oui, l'écriture parfois avec les GM, on ne peut pas... Oui. Ça, c'est entre la deuxième anecdote. Eh bien, j'essaierai de retrouver ce numéro. Okay, Très bien, merci. Merci.